tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Cette semaine, une émission particulière consacrée à un événement historique, la reprise des contacts entre les États-Unis et Cuba. Souvenez-vous, c'était le 17 décembre dernier. Washington et La Havane annonçaient un rapprochement historique entre les deux pays. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent leurs relations avec le peuple de Cuba. Ceci est le changement le plus important dans notre politique ces 50 dernières années. Nous allons mettre fin à une approche qui n'est plus d'actualité et qui pendant des décennies n'a pas servi les intérêts des États-Unis. Nous allons commencer à normaliser la relation entre nos deux pays. Ces changements ont pour but de créer des nouvelles opportunités pour les peuples cubains et américains et ils vont ouvrir un nouveau chapitre entre les nations du continent américain. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. Cela ne veut pas dire que le principal soit résolu. Le blocus économique, commercial et financier qui provoque d'énormes dommages humains et économiques à notre pays doit cesser. Nous verrons donc au cours de cette émission ce que les Cubains sur l'île et aux États-Unis pensent de ce rapprochement, mais aussi l'impact d'une reprise des négociations sur la politique étrangère américaine et sur l'économie. Tout un monde spécial Cuba-États-Unis, on commence. On va débuter cette émission avec la politique étrangère américaine qui forcément connaît un bouleversement depuis décembre dernier. Avec nous pour la première partie de cette émission, le professeur Gil Troy, historien et analyste politique. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce que cette reprise des contacts était prévisible? Vous savez, c'est ce que j'appelle la surprise du deuxième mandat. Barack Obama n'a plus à s'inquiéter de sa réélection. Il n'a plus à se soucier des Cubains en Floride. Et je pense que ça faisait partie de son plan. Il voulait changer les relations des États-Unis avec le monde et donc c'est symbolique. Il nous dit « La guerre froide, c'est terminé. Je suis le leader d'une nouvelle génération d'Américains qui ne sont pas sous le poids de Kennedy, de Fidel Castro, d'Eisenhower ou de Nixon. Je suis un nouveau président pour une nouvelle Amérique. » Alors on se doute que l'accord n'est pas motivé que pour des raisons humanitaires. Quelle est la stratégie d'Obama? Vous savez, la question de la position d'Obama sur les sujets humanitaires est intéressante. D'un côté, il se présente en tant que libéral, pour qui les droits de l'homme sont importants, et de l'autre, il est plus ouvert à négocier avec des dictateurs comme Castro à Cuba ou avec l'Iran que les autres présidents. Donc il y a une sorte d'ambivalence, si vous voulez, dans l'administration Obama. Il y a des gens comme Samantha Powers, qui est son ambassadrice aux Nations Unies, et qui s'est beaucoup exprimée contre le génocide et pour les droits de l'homme. Et puis, il y a aussi des gens très réalistes. Il y a une combinaison d'idéalisme dans l'administration Obama, qui tente de créer un monde parfait, fait de réalisme, et qui tente de voir aussi le monde comme il est. Donc il y a une ambivalence. Et vous pensez qu'après son échec au Moyen-Orient, Obama voulait peut-être laisser une trace derrière lui, tout simplement? Dans votre second mandat, vous faites des choses que vous aviez peur de faire pour des raisons politiques et que vous essayez de laisser votre trace. Les rumeurs disent qu'ils espèrent encore arriver à une grande percée au Moyen-Orient. Les gens disent qu'il va essayer de faire pression sur Israël et sur les Palestiniens au cours des prochaines semaines. Je pense que l'affaire de Cuba est une façon de dire « je m'occupe de quelque chose sans congrès, c'est ma vision, c'est ce que je laisse derrière moi, c'est historique ». Et comment est-ce que les diplomates du département d'État ont accueilli la nouvelle? Je pense que le département d'État n'a pas de problème avec l'accord. C'est plutôt la communauté cubaine en Floride qui était très inquiète. Obama n'est pas un démocrate de pure souche. Cela ne fait pas très longtemps qu'il est dans le Parti démocrate. Il n'a pas fait face à ces problèmes depuis le début. Donc pour lui, si le parti prend un coup à cause de cela, eh bien ce n'est pas si grave. Pour le département d'État, le but, c'est d'ouvrir et de développer des relations avec l'extérieur. Une fois que les relations avec Cuba seront normalisées, il se peut que le pouvoir de la démocratie et du capitalisme engendre davantage d'aide humanitaire à Cuba. Mais cela prendra du temps. Vous pensez que la communauté cubaine aux États-Unis a peur de cet accord? La communauté cubaine aux États-Unis est dirigée par des exilés cubains qui détestent Fidel Castro. Il y a des tensions entre les générations au sein de cette communauté. Les jeunes veulent avoir une relation avec leur pays d'origine. Et puis, on l'a vu sous l'administration Clinton dans le cas d'Eliot Gonzalez, le garçon de 6 ans dont la mère est décédée. Les membres de sa famille voulaient le garder en Floride et la plupart des gens aux États-Unis voulaient le renvoyer chez son père à Cuba.
Cette histoire avait créé une division non seulement entre la communauté cubaine et le reste des États-Unis, mais également à l'intérieur de la communauté. Les jeunes veulent vraiment renouer avec le pays. Les plus âgés, eux, ne sont pas contents, mais je ne pense pas que ce sera un énorme buzz pour le Parti démocrate. Dernière question. Est-ce que vous pensez que la politique étrangère américaine va changer globalement en Amérique latine? Je pense que c'est une tentative de passer un message aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Un message qui dit « Ce ne sont pas les États-Unis de George Bush, ce ne sont plus les États-Unis de Ronald Reagan, ce ne sont pas les États-Unis de la guerre froide, ce sont les États-Unis du XXIe siècle. » La guerre froide s'est terminée en 89 ou en 91 et la question qu'on se pose toujours c'est « Comment ça se fait que l'embargo a duré aussi longtemps ?» Je pense que la plupart des Américains se disent « Quoi ? On a toujours un embargo sur Cuba ? Il est temps de passer à autre chose. » Et je pense qu'au sein de la communauté latino-américaine, l'embargo, c'est un symbole des États-Unis d'autrefois. Les États-Unis qui en font trop. Et ce rapprochement est une opportunité de commencer des relations beaucoup plus respectueuses pour le XXIe siècle. Gil Troy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà pour l'angle américain voyant présent comment sur l'île la nouvelle a été perçue. J'accueille le professeur Ephraim Davizi de l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, merci à vous. Alors concrètement, qu'est-ce que ce rapprochement va signifier pour les Cubains? Oui, pour les Cubains, ça signifie beaucoup, au moins du point de vue économique et bien sûr politique, parce que le blocus de Cuba, qui a commencé dans les années 60, il y a au moins 50 années, pardon, et cette blocus a contribué à que l'économie cubaine ne se développe pas comme elle doit se développer. Ça veut dire, avant la Révolution, Cuba était très dépendant des États-Unis. Après ça, a été très dépendant de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, Cuba est dans une situation économique plutôt faible. Et peut-être qu'avec les accords économiques ou la fin du blocus, Cuba pourra relancer l'économie. On le sait, hein, la propagande anti-américaine est très puissante à Cuba. Est-ce que cet accord, s'il y a un accord, va suffire à changer la perception des États-Unis auprès des Cubains? Vous voyez, les Cubains ils voient la télévision des États-Unis. Il y a aussi une chaîne qui s'appelle chaîne Martí, au nom d'héros de l'indépendance cubaine, qui s'appelle José Martí. Et la chaîne Martí, elle émite sur Cuba en espagnol. Et on peut voir aujourd'hui de Cuba toutes les télévisions de Miami, au moins les télévisions qui transmettent en espagnol. Ça veut dire que les Cubains connaissent ils sont très de près ce qui se passe à Miami, aussi aux États-Unis. Ça sera pour eux pas une surprise, l'arrivée des Américains ou des investissements américains ou de la culture américaine. Donc vous dites finalement que l'accord n'aura pas d'influence sur la perception des États-Unis au sein des Cubains? Non, je ne crois pas. Et je crois que ça ouvrirait peut-être un peu plus de voix sur des questions scientifiques et culturelles et aussi académiciennes, parce que le blocus, il frappe aussi la vie académique en Cuba. Cuba, un chercheur cubain, par exemple, ne peut pas publier dans aucune revue scientifique américaine. Et si les blocus finissent, il pourra déjà publier, il pourra être en contact avec les scientifiques et les chercheurs américains. Et ça deviendra, je crois, très important pour l'académie en Cuba. Est-ce que les familles cubaines à l'étranger portent un espoir dans ce rapprochement? Oui, il y a deux générations de Cubains qui habitent à l'étranger. La première génération, ce sont les exilés de la Révolution. C'est des gens qui sont fuis de Cuba dans les années 60 et 70. Et pour la plupart, ils habitent aux États-Unis. Et il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment chauds, ils n'appuient pas vraiment ce rapprochement. Et ils sont pour maintenir les blocus à Cuba. Il y a une deuxième génération, ce sont les fils et les filles de cette première génération qui, pour la plupart, ils sont nés aux États-Unis. Et aussi, il y a toute une série d'immigrés cubains qui sont sortis de Cuba ces dernières 5-6 années,
qui travaillent à l'étranger, parfois aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Espagne, et qui sont des chercheurs, des professeurs d'université, qui sont plutôt favorables à la révolution cubaine. Ça veut dire que la nouvelle génération des exilés et la génération des Cubains à l'étranger, ceux qui ont vécu déjà la révolution cubaine, sont plutôt favorables au gouvernement cubain. Une dernière question, est-ce que vous pensez que ce rapprochement peut provoquer un changement politique dans l'île ? Je crois que c'est très tôt pour prévoir des choses comme ça. Et je crois que le régime en Cuba, il y a une base sociale politique et base sociale et politique fort. Ça veut dire qu'il y a vraiment les jeunes appuient, la plupart bien sûr, pas tous, mais la plupart appuient le socialisme et les gouvernements cubains. Frère Davidi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et impossible d'évoquer ce rapprochement sans parler de ses aspects économiques. Et pour cela, j'accueille John S. Kavulich, président du Conseil économique des échanges entre les États-Unis et Cuba. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Quelle est la situation actuelle des échanges économiques entre les États-Unis et Cuba ? Eh bien, aujourd'hui, les relations commerciales entre les deux pays sont limitées, surtout en ce qui concerne la nourriture, les produits agricoles, les produits médicaux et l'information. L'échange de nourriture et les produits agricoles ont été réautorisés depuis l'an 2000. Les premières exportations ont quitté les États-Unis en décembre 2001 et depuis, environ 5 milliards de dollars de produits de ce type ont été exportés. Et plus particulièrement, le maïs, le blé, le riz, le soja et le poulet. La plupart de l'activité qu'on a pu voir concernait les services pour ceux qui voyagent à Cuba et les entreprises qui fournissent ces services aux États-Unis. D'après vous, qui a le plus à profiter d'une reprise des liens diplomatiques d'un point de vue économique ? That's a question that hasn't often been asked, but Eh bien, c'est une question qui n'a pas été posée souvent. Cette relation a en fait deux facettes. Premièrement, qu'est-ce qui est bon pour les États-Unis ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est bon pour Cuba ? Et puis aussi, qu'est-ce qui est bon pour les deux pays réunis ? La réalité, c'est que du point de vue américain, d'avoir notre drapeau à la Havane et d'avoir le drapeau cubain à Washington, c'est une façon de rayer quelque chose de la liste des conflits des États-Unis. Le cas de Cuba est très particulier dans les relations entre les États-Unis et les autres pays d'Amérique. D'un point de vue cubain, ils sont inquiets parce qu'un changement, quel qu'il soit dans les relations avec les États-Unis, va créer de l'incertitude, une incertitude qu'ils aimeraient éviter. Alors on imagine que pour Cuba, l'intérêt est de sortir de l'isolement, mais quel est l'intérêt américain dans cette affaire ? from a business standpoint, Cuba has 11 million people. D'un point de vue commercial, Cuba, c'est 11 millions d'habitants, donc cela représente un marché important. Pendant les 14 dernières années, Cuba était toujours classé dans les 50 marchés d'exportation agricole les plus grands au monde pour les entreprises américaines, parmi 223. Donc même avec les restrictions imposées, Cuba a le potentiel de passer de la 50e place à la 25e assez facilement. Pour les agriculteurs américains, Cuba est un très bon marché. En ce qui concerne le tourisme, Cuba pourrait bien devenir un élément dominant dans les Caraïbes, ce qui ouvrira beaucoup d'opportunités pour les entreprises américaines. Et enfin, dans les finances, les banques américaines, les investisseurs qui cherchent à investir à l'étranger se tourneront naturellement vers Cuba. Donc même si Cuba est une île à 93 km au sud de la Floride, elle pourrait s'avérer vraiment très utile. Une dernière question, on connaît le niveau de vie très bas des Cubains. Est-ce que cet accord pourrait leur permettre de se développer, de voyager à l'étranger et d'accéder à Internet comme tout le monde ? Well, the Cuban government has never said that it wanted all of its people to have access to the internet. Eh bien, le gouvernement cubain n'a jamais dit qu'il voulait que tous ses citoyens aient l'accès à Internet, ou qu'il y ait un smartphone ou un iPad dans chaque maison.
En plus, les Cubains vont poser la question, comment sait-on que cet équipement n'est pas compromettant? Et peut-on surveiller toutes ces communications? Cela pourrait poser un problème. Vous savez, le gouvernement cubain contrôle tout, dont 90% de l'économie du pays. Is in full control. 90% of the economy is in control of the government, and no one is believing. Personne, et certainement pas le président Obama, ne croit que le gouvernement cubain veut ouvrir sa société comme aux États-Unis. Ce sera un processus très lent parce que la relation avec les États-Unis est pleine d'incertitudes, donc les Cubains veulent avancer très lentement parce que ça leur fait peur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Et c'est la fin de ce numéro spécial de Tout un monde consacré à Cuba. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne fête de Pessah et de Pâques si vous la fêtez. À bientôt.